Des subprimes à la récession, comprendre la crise, d'après le livre de Nicolas Couderc et Olivia Montel-Dumont, aux éditions L'Actu Facile. Qu'est-ce que la crise du crédit? C'est un fiasco financier mondial né de notions que nous connaissons sans doute, comme subprimes, obligations adossées à des actifs, gel du marché du crédit, ou CDS. Ce terme qualifie un contexte de resserrement du crédit, appelé parfois crédit crunch. Il se matérialise par une réduction de la disponibilité générale des crédits, ou par un resserrement des conditions requises pour leur octroi. Qui est concerné? Eh bien tout le monde. Et comment est-ce arrivé? Voici comment. La crise du crédit est constituée de deux groupes de personnes, les propriétaires de biens immobiliers et les investisseurs. D'un côté, les propriétaires et leurs prêts hypothécaires, de l'autre, les investisseurs et leur argent. Ces prêts représentent des maisons, et l'argent provient de grands organismes financiers, comme des fonds de pension, des compagnies d'assurance, les fonds souverains, les fonds communs de placement, et des dizaines d'autres institutions. Les deux groupes dont nous avons parlé sont réunis à travers le système financier. Un groupe de banques et de courtiers, connu sous le nom de marché financier de Wall Street. Même si on ne dirait pas, ces banques de Wall Street sont étroitement liées aux maisons achetées grâce aux emprunts des ménages. Reprenons alors les choses dans l'ordre. Il y a quelques années, les investisseurs possédaient d'importants capitaux, autrement dit, des sommes d'argent à placer. Ils cherchaient un bon investissement pour obtenir des sommes encore plus grosses, grâce à des opérations de refinancement qui consistent à remplacer les ressources financières utilisées jusqu'à présent par de nouvelles ressources en provenance du marché monétaire ou de la banque centrale. Traditionnellement, les investisseurs créaient de la monnaie en achetant des titres du marché monétaire comme des titres de créances négociables, appelés plus généralement des bons du trésor. Avant de poursuivre, définition du marché monétaire. Ce terme désigne le marché informel où les institutions financières comme les trésors nationaux, les banques centrales, les banques commerciales, les gestionnaires de fonds, les assureurs et les grandes entreprises placent leurs avoirs ou empruntent à court terme. Revenons à nos bons du trésor. Les banques commerciales se les procurent à la Réserve fédérale américaine, abrégée en Fed, car elles étaient autrefois réputées pour être l'investissement le plus sûr. Nous parlerons désormais d'actifs, autrement dit, un titre ou un contrat généralement transmissible et négociable, par exemple sur un marché financier, tel qui est susceptible de produire à son détenteur des revenus ou des gains en capital, en contrepartie d'une certaine prise de risque. Les bons du trésor étaient donc des actifs sûrs. Mais, à la suite de l'éclatement de la bulle Internet et aux attentats du 11 septembre 2001 à New York, le président de la Fed, Alan Greenspan, baissa les taux d'intérêt directeurs pour atteindre seulement 1% le 29 octobre 2008, afin de maintenir une économie forte et redonner confiance au marché. Or, un taux de 1% représente un retour sur investissement très faible pour ceux qui veulent acheter des bons du trésor. Les investisseurs dirent donc « non merci ». D'autre part, cela signifiait que les banques commerciales de Wall Street pouvaient emprunter à la Fed à un taux de seulement 1%, taux qui s'est abaissé à une fourchette de 0 à 0,25% en décembre 2008. Si on ajoute à cela un excédent général venant du Japon, de Chine et du Moyen-Orient, on se retrouve avec une profusion de crédits bon marché, chose qui cache des déséquilibres macroéconomiques préoccupants. Le principal d'entre eux était la croissance rapide de la liquidité mondiale. La liquidité d'un actif qualifie sa qualité à être transformée à tout moment en monnaie, sans perdre de valeur ni de délai. Un actif parfaitement liquide peut donc permettre de procéder à toutes les transactions économiques souhaitées. C'est ainsi que les masses monétaires des principaux pays ont augmenté plus vite que la quantité de biens et services disponibles dans le monde. Il faut bien comprendre le problème avec la crise des liquidités qui a émergé en 2007. Les banques ont quotidiennement besoin de s'approvisionner en liquidités pour faire face aux demandes de leurs clients et des autres banques du marché interbancaire. Pour cela, elles échangent des actifs contre les liquidités souhaitées, ce qui implique que certains soient prêts à accepter les actifs proposés. Si personne n'en veut, les banques risquent de se retrouver à court de liquidités et de faire faillite. Les baisses de taux de la Fed, qui se poursuivront en 2009, constituent des soutiens à l'activité économique.
Mais la finance a su tirer son épingle du jeu, car avec un taux d'emprunt faible, il est facile d'emprunter de l'argent pour les banques, qui ont ainsi pu s'enrichir à l'aide de l'effet de levier. L'effet de levier consiste à emprunter de l'argent pour amplifier le résultat d'une transaction, et c'est ainsi que les banques font une grande partie de leurs bénéfices. Les crédits qui sont accordés ont permis aux banques de Wall Street de faire beaucoup plus d'argent que les montants empruntés. Voyant cela, les investisseurs veulent entrer dans la partie, ce qui donna une idée à Wall Street. Il est possible de relier les investisseurs aux propriétaires de biens immobiliers à travers un prêt hypothécaire. Voilà comment ça fonctionne. Une famille souhaite acheter une maison. Ils économisent donc pour pouvoir payer un acompte, puis contactent un courtier en hypothèque. Le courtier sert d'intermédiaire entre la famille et le prêteur hypothécaire qui leur accorde un prêt. Ainsi, la famille acquiert la maison, mais doit rembourser le crédit. Il n'y avait pas de problème car les prix de l'immobilier n'ont fait quasiment qu'augmenter depuis toujours. Tout se déroule bien donc. Un jour, le prêteur hypothécaire reçoit un appel d'un banquier d'investissement qui veut acheter le prêt hypothécaire. Le prêteur le vend pour un montant très intéressant. Le banquier emprunte alors des millions de dollars et achète des milliers d'autres prêts hypothécaires qu'il met dans une boîte. C'est ainsi que tous les mois, il reçoit les paiements des propriétaires pour tous les prêts qui sont dans la boîte. Ensuite, les prêts sont placés dans 3 sections, en fonction du niveau de risque caractérisé par le montant du spread. Les experts financiers replacent les 3 parts dans la boîte et appellent cela un CDO, signifiant en français obligation adossée à des actifs. L'argent des CDO provient donc des propriétaires qui paient leur mensualité. Or, si certains propriétaires font un défaut de paiement, il y aurait moins de rentrée d'argent en ce qui concerne les prêts risqués, qui seraient alors les premiers à être en défaut. Mais pour pallier à ce problème, les banquiers imposent un spread plus fort à cette section pour compenser ce risque plus élevé. La section la plus solvable reçoit, elle aussi, un taux relativement important, mais néanmoins plus faible que la section à risque élevé. Pour rendre le premier bac encore plus sûr, les banques vont l'assurer par une petite somme, que l'on appelle un Credit Default Swap, abrégé en CDS. Les banques font tout ça pour que les agences de notation estampillent la première section comme étant un placement sûr, noté AAA. La notation la plus haute est la plus sûre qui existe. La part intermédiaire, considérée comme acceptable, est notée BBB. Et la dernière n'est communément pas notée, mais correspondrait à un CCC. Les agences de notation, comme Fitch Ratings, Moody's et Standard & Poor's, sont ainsi chargés d'évaluer le risque de non-remboursement de la dette d'un État, d'une entreprise ou d'une collectivité locale pour permettre plus de transparence sur la nature du risque d'un investissement. Ainsi, grâce à la notation AAA, le banquier d'investissement peut vendre la part sûre aux investisseurs qui veulent seulement des placements sûrs, la part acceptable à d'autres banquiers, et la part risquée aux hedge funds, les fonds spéculatifs. Les investisseurs ont enfin trouvé un bon placement pour leur argent, bien meilleur que le 1% des bons du trésor. La demande de CDO augmente donc, le circuit est ainsi remonté jusqu'au courtier, mais celui-ci ne trouve plus personne car tous ceux qui remplissent les conditions requises pour obtenir un prêt en ont déjà un. Heureusement pour les investisseurs, une nouvelle idée émerge. Lorsque les propriétaires ne remboursent plus les emprunts, le prêteur récupère la maison, ce qui est bon pour lui, car les prix de l'immobilier augmentent constamment. Ils peuvent donc se permettre de prendre plus de risques posant des prêts à des ménages insolvables et ne présentant pas de garantie. C'est ainsi qu'au lieu de prêter à des propriétaires responsables ce qu'on appelle un prêt prime, ils ont accordé des prêts à des propriétaires moins responsables que l'on appelle des subprimes. Il s'agit généralement de ménages qui ne peuvent pas apporter la preuve de revenus réguliers et suffisants, ou qui sont déjà endettés, voire même ayant des antécédents de défaut de paiement. Ces crédits présentent 3 spécificités par rapport aux emprunts normaux. D'abord, des taux d'intérêt plus élevés, expliqués par un fort spread. Des remboursements sur des durées de 25 à 30 ans. Et enfin, des remboursements faibles les premières années et qui s'alourdissent au fur et à mesure, avec parfois même des taux variables sur la durée. Ces crédits subprime furent véritablement le tournant de l'histoire. En effet, chacun trouvait son compte dans les subprimes, tant que les prix de l'immobilier montaient. En ce qui concerne les banquiers, personne ne s'inquiétait, car dès qu'ils vendaient le prêt à la personne suivante, cela devenait son problème.
Si les propriétaires arrêtaient de payer, ils s'en fichaient. Ils revendaient leurs risques à la personne suivante et se faisaient des millions. Le mécanisme ressemble au jeu de la patate chaude, mais avec une bombe à retardement en guise de patate. Et ce qui devait arriver, arriva. Les propriétaires ne remboursèrent plus. Les prêts devinrent alors la possession du banquier. Les paiements mensuels deviennent alors des maisons. Il suffirait alors, selon toute logique, de la mettre en vente. Mais l'augmentation des défauts de paiement crée une abondance de maisons en vente. L'offre devenant supérieure à la demande, les prix de l'immobilier chutent fortement. Nous pouvons même dire qu'ils s'effondrent. Nous sommes au second semestre 2006. L'augmentation des défauts de paiement est liée à un changement de cap de la politique monétaire américaine et à la fin des hausses des prix de l'immobilier. Les propriétaires qui remboursent encore leurs prêts voient qu'au fur et à mesure, les maisons voisines sont mises en vente, leur propre maison perd alors de la valeur. Ils ont conclu qu'il est illogique de continuer à payer même s'ils en ont les moyens. Ils quittent leur maison. Les taux de défaut augmentent dans tout le pays et les prix s'effondrent. Les maisons récupérées par le banquier ne valent désormais plus rien et plus personne veut acheter des CDO. Or, tout le monde en a déjà acheté, grâce au mécanisme de titrisation. Mais plus personne ne veut s'échanger des titres toxiques. L'ensemble du système financier est gelé, et tout le monde commence alors à faire faillite. Mais ce n'est pas tout, car l'investisseur appelle le propriétaire de biens immobiliers, il lui explique que ses investissements ne valent rien. Les engrenages du cercle vicieux se mettent en place, donnant ainsi lieu à une conjoncture économique mondialisée caractérisée par une chute du taux de croissance, comme on l'appelle la récession. Bienvenue dans la crise du crédit. Les institutions américaines ont laissé la 5e banque d'investissement du pays, Lehman Brothers, faire faillite car l'État avait déjà permis le sauvetage des banques Bear Stearns, Freddie Mac, Fannie Mae et Merrill Lynch, ce qui laissait toutes les autres banques croire qu'au moindre problème, elles seraient sauvées automatiquement. Chose qui aurait pu les inciter à prendre des risques inconsidérés. Les institutions ont donc donné le contre-exemple à l'ensemble des marchés financiers en leur rappelant que rien n'oblige les pouvoirs publics à renflouer les banques. Ce phénomène nous rappelle ainsi le principe libéral selon lequel le marché s'autorégule sans l'interaction de l'État, qui ne devrait remplir que les fonctions régaliennes. En donnant l'exemple, les institutions ont voulu endiguer les externalités négatives de la finance folle. Le système financier joue un rôle moteur dans l'économie. En effet, les banques et les marchés financiers permettent de procurer des financements aux ménages et aux entreprises qui souhaitent investir ou consommer en ne disposant pas de l'argent nécessaire. Ainsi, la contraction du crédit a été le vecteur majeur de transmission de la crise à l'économie dite réelle, car avec la difficulté à recourir au refinancement, les banques prêtent moins aux entreprises et aux ménages. Nous comprenons alors que l'assèchement du crédit réduit la consommation et l'investissement, poste très important permettant la croissance économique. D'autre part, la dépréciation des actifs, mobiliers et immobiliers, dévalorise les patrimoines des ménages. La richesse réelle décroît alors. Les ménages sont alors incités à épargner davantage pour prévoir l'avenir, ce qui met à mal la consommation. Ce paragraphe illustre le gel du marché monétaire avec l'expansion du crédit crunch, qui est le résultat d'un manque de confiance entre les banques, mettant à mal l'intermédiation du marché. Les banques ont refusé de s'échanger des titres sur le marché financier et ont voulu se garantir les fonds engagés en demandant des spreads, des primes de risque, qui compenseraient le risque de défaut des débiteurs. Les banques créditrices se prémunirent donc contre le risque de crédit en demandant des taux d'intérêt élevés. Les mesures prises par les diverses institutions pour gérer la crise ont été tout d'abord la défense de la solvabilité des emprunteurs négociée par les pouvoirs publics auprès des banques pour qu'elles acceptent des remboursements moins importants que prévu, afin d'éviter la faillite des emprunteurs. Par la suite, les banques centrales ont réalisé des injections de liquidités sur le marché monétaire afin de répondre aux besoins des banques commerciales. D'autre part, les institutions ont réalisé le sauvetage d'institutions financières en difficulté. Elles ont aussi réalisé l'assouplissement de la politique monétaire en baissant les taux d'intérêt pour privilégier la croissance. Enfin, l'une des mesures les plus marquantes a été le plan de sauvetage Paulson, avec le rachat des actifs toxiques des subprimes à hauteur de 700 milliards de dollars
par la Fed, soit l'équivalent de 5% du PIB américain. La Banque centrale joue le rôle du prêteur en dernier ressort lorsqu'elle intervient comme dernier prêteur aux banques afin d'augmenter la liquidité du secteur bancaire et ainsi éviter une succession de faillites des banques. En d'autres termes, elle permet le refinancement des banques commerciales. Par exemple, en 2008, la Fed a joué le rôle du prêteur en dernier ressort pour relancer l'économie. Si les banques entrent dans une crise de confiance, il y a alors une mise à mal de l'interbancarité et il pèse la menace d'un risque financier. La Banque centrale, de par son interaction, permet alors de redresser la situation. Get my gold.